Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue puisque normalement vous deviez avoir la partie 2 de la couture du chemisier. Mais j'ai quelques problèmes avec les boutonnières donc je ne peux pas la poster tout de suite. Et j'ai décidé de faire une vidéo que je trouve intéressante et importante de faire sur la chaîne. J'ai regroupé l'entièreté des questions qui m'ont été posées sur mes réseaux sociaux pour vous faire une vidéo de réponse un peu générale parce que c'est bien de répondre à ces questions individuellement, mais je sais qu'elles reviennent régulièrement, donc je voulais aussi les faire de façon plus générale sur la chaîne, avoir quelque chose que vous pouvez retrouver un petit peu plus centralisé. Et donc on commence tout de suite par la première question. Alors elles ne sont pas classées par ordre d'ancienneté ou par réseau. J'ai pris les captures d'écran et je vais lire en fonction des captures d'écran. Je n'ai pas cherché à hiérarchiser les questions parce que pour moi elles sont toutes autant importantes les unes que les autres. Donc je n'ai pas cherché à faire une catégorie spécifique, plus ou moins important, ou du plus ancien au plus récent. Et on va tout de suite commencer par le premier commentaire qui contient non pas une mais deux questions mais qui sont assez connexes, donc je vais répondre en même temps. Donc, comment arrêtes-tu tes coutures? Le point noué de la machine permet-il de les arrêter ou fais-tu un nœud à la main? Alors, les machines à coudre anciennes, qu'elles soient au point noué ou qu'elles soient au point... Alors je n'ai plus le nom là, mais qu'elles soient au point tel qu'il est utilisé encore aujourd'hui, le point moderne, il n'y a pas de point arrière. Donc en fait, je fais la technique du nœud, donc je fais un nœud et puis je viens rentrer les fils après dans la trame du tissu ou je coupe directement à ras, c'est à vous de voir ce que vous préférez, ça dépend aussi de ma piqûre. J'adapte en général si je rentre le fil ou pas en fonction de ma piqûre. Par exemple, je ne vais pas rentrer mon fil dans ma trame si je sais que ensuite la piqûre va être emprisonnée par une autre piqûre. Donc ça je ne vais pas le faire et je fais un nœud uniquement sur des piqûres qui sont dites instables ou difficiles comme par exemple les découpes princesses. Là je vais faire des nœuds à chaque piqûre. Par contre pour des coupes entièrement droites où je sais que la piqûre va être prise dans une autre piqûre, par exemple un ourlet ou une piqûre par dessus pour ajouter un volant, comme par exemple le jupon que j'ai fait pour ma robe des fêtes de fin d'année. Là je ne vais pas arrêter ma piqûre spécifiquement tout de suite et je vais plutôt choisir de l'emprisonner dans une autre piqûre. Ça fait gagner un tout petit peu plus de temps parce que bien évidemment il y avait de nombreux panneaux et faire deux nœuds à chaque fois en début et en fin de piqûre prend beaucoup de temps. Or je voulais essayer de gagner un petit peu de temps par-ci par-là, donc je n'ai pas fait de nœud particulièrement sur cette couture, même s'il me semble que j'en ai fait quelques-uns, j'en ai pas fait beaucoup puisque j'ai tout pris en sandwich dans d'autres coutures directement, que ce soit pour la ceinture, que ce soit pour l'ourlet. J'ai préféré cette technique là qui fait gagner un petit peu de temps et qui en plus permet de consolider la couture, donc l'un dans l'autre c'est gagnant-gagnant. Prochaine question, alors là je vais vous lire l'entièreté du commentaire parce que c'est connexe en fait avec la question, donc je vais vous lire l'entièreté. Bonjour, vos explications m'encouragent à démonter ma vieille petite machine, mais pouvez-vous me dire quelle graisse vous utilisez? Alors j'utilise deux graisses plus deux huiles différentes parce que j'alterne entre chacune en fonction de ma machine, du degré de huilage ou de graissage dont elle a besoin, mais également en fonction du rouage en fait. Est-ce qu'il a travaillé depuis longtemps? Est-ce qu'il est légèrement usé? Est-ce qu'il est légèrement rouillé? Donc je n'utilise pas toujours la même chose. Pour lui, je vais avoir tendance à utiliser une huile directement produite par l'entreprise Singer, donc qui est pour mes deux machines en fait, sauf celle-ci. Donc qui est la même marque que deux de mes machines, donc une machine à manivelle et une machine à plateau. Donc je vais utiliser directement cette huile que vous pouvez trouver sur Amazon. Et je vais ensuite utiliser deux graisses différentes. Alors la première c'est une Hilti qui est à la base utilisée pour tout ce qui est... chaîne de bricolage, tout ce qui est du bricolage, plus particulièrement pour les professionnels, même si on peut en trouver en particulier. Et celle-ci, je l'utilise surtout pour les Singer, parce qu'elles sont... Ça marche assez bien sur les Singer puisqu'elles sont de 1908 et de 1910 et qu'il n'y a pas de rouage cranté, donc il n'y a pas de souci, celle-ci ça va très bien.
Par contre, elle a tendance à fondre plus facilement que d'autres. Donc elle n'est pas vraiment recommandée pour une machine de 1880 par exemple, donc celle que j'ai derrière moi qui possédait des rouages crantés. Et pour celle-ci, j'ai acheté spécialement une graisse universelle comme celle-ci, 3 en 1 au lithium. Alors j'ai pas tellement eu le choix que de prendre au lithium puisque c'est des graisses qui fondent moins rapidement que la graisse par exemple de chez Hilti. C'est mis dans ce sens-là. Donc j'ai pris celle-ci et c'est vrai qu'elles font moins vite, elles graissent mieux et pour des rouages crantés c'est 100 fois mieux. Honnêtement, ça m'a plus ou moins réglé mon problème. Si vous avez regardé la vidéo de nettoyage donc de la machine à coudre de Clemens Müller, donc de ma machine de 1880 qui est derrière moi, et bien c'est la graisse que j'ai achetée spécifiquement pour refaire le graissage et le huilage, parce que elle fait plus ou moins les deux au passage de tout le circuit, puisque la Hilti ne suffisait pas et mon huile non plus. Donc si vous cherchez des graisses, ben voilà, les deux que j'utilise. Et pour l'huile, une huile Singer tout simplement, c'est très très bien. Avant j'avais une huile allemande, alors je sais plus trop la marque, mais honnêtement c'était plus de l'eau que de l'huile. Donc j'ai vite laissé tomber parce que j'utilisais, c'est simple, j'avais acheté un lot de 3 flacons et j'ai utilisé les 3 flacons en 7 mois. Donc c'était clairement pas bien. C'était vraiment pas bien. Autre question. Comment trouves-tu les infos pour faire fonctionner ces machines et les aiguilles? Alors pour les informations, c'est un long travail d'investigation. J'ai passé à chaque fois des heures et des heures à rechercher tout un tas de petites infos, tout un tas de petites anecdotes, tout ce que je pouvais trouver. J'ai regardé énormément de vidéos de restauration, j'ai lu des blogs aussi bien en anglais qu'en français. Il y en a très très peu, mais j'en ai lu en français. J'ai beaucoup lu en anglais, j'ai regardé beaucoup en anglais. Pour la machine Clemens Müller donc de 1880, ça a été encore plus compliqué que pour les Singer, parce que les Singer j'avais une base, j'avais déjà regardé les vidéos de Bernadette Benner, donc ça m'a permis d'avoir une bonne base pour appréhender la machine, la Singer de 1900. Et donc par contre pour la Clemens Müller, je n'avais pas de Bernadette Benner derrière moi pour m'expliquer comment elle fonctionnait et j'ai dû faire les recherches de A à Z. Et autant vous dire que ça a été un véritable parcours du combattant, c'est l'ouverture à un nouveau monde, à quelque chose de totalement différent que la machine que les machines qui ont ensuite été construites à partir des années 1900. Déjà j'avais remarqué une légère transformation entre 1908 et 1910 sur mes deux Singer, donc ma 1908 à manivelle et ma 1910 à plateau. J'avais déjà vu qu'il y avait eu quand même quelques petites choses qui avaient changé, pas grand chose mais tout de même quelques petites choses qui avaient changé. Mais alors avec une machine de 1880, c'est pas quelques petites choses, c'est tout qui a changé, l'entretien, les décors, la façon de l'utiliser, absolument tout. Il y a tellement de réglages sur une machine à coudre de 1880 que j'en suis restée couate. Je me suis dit waouh, c'est un ovni, c'était tellement avancé technologiquement que c'était incroyable en fait. Elles ont été vachement simplifiées par la suite. Moi je vois la différence vraiment entre 1908 et 1880 rien que pour parler de ces deux-là, puisque ma machine de 1910 est un plateau, je ne vais pas les mettre ensemble, les comparer ensemble. Il y a une grande différence aussi bien au niveau de l'entraînement, au niveau du pied presseur, au niveau de tous les réglages qu'il y a à faire. Il y a beaucoup plus de réglages sur une machine à coudre de 1880 que sur une machine à coudre de 1908. C'est impressionnant, mais ça je vous garde toutes ces petites informations pour une autre vidéo puisque c'est quelque chose qui là encore est prévu. Donc si vous voulez en apprendre encore plus et avoir un comparatif entre deux machines à coudre à manivelle, abonnez-vous à ma chaîne ou activez la petite cloche pour ne rater aucune des vidéos. Ensuite, comment je fais pour trouver les aiguilles? Alors, pour des aiguilles Singer sur une machine à coudre de 1908 et de 1910, il n'y a aucun problème. Ce sont des talons à côté plat, donc j'ai tout simplement acheté des machines
Donc j'ai tout simplement acheté des aiguilles modernes telles qu'on les fait encore aujourd'hui. Et il n'y a eu absolument aucun problème. Donc vous pouvez en trouver chez Bourrin, vous pouvez en trouver chez Schmetz. Je sais qu'il y a d'autres marques, mais moi c'est les deux que j'utilise en fait. Donc je vais vous citer celle-ci pour ne parler que de celle-ci. Par contre, pour les aiguilles d'une machine à coudre de 1880, faut s'accrocher. Faut s'accrocher. Ce n'est carrément pas les mêmes aiguilles. Déjà le talon est rond. Normalement l'aiguille est plus grande, elle est plus fine. Donc par conséquent on en trouve plus tellement encore aujourd'hui. Ce sont des aiguilles 339 qui n'existent plus là encore. Même dans les machines industrielles, c'est compliqué à trouver puisque bien évidemment il y a des diamètres spécifiques et tout ça. Enfin, il y a plein de spécificités par rapport à l'aiguille 339. Moi j'ai réussi à en trouver chez Bourrin et chez Schmetz. Alors j'ai acheté les miennes chez Rascol, donc ce sont des Schmetz que j'ai acheté chez Rascol. Elles fonctionnent pas trop mal avec la machine, elles sont plus fines de quelques millimètres, elles sont légères, enfin plus fines, elles sont plus petites de quelques millimètres. Donc bien évidemment il y a un réglage supplémentaire à faire qu'il n'y aurait pas à faire avec des aiguilles anciennes type 339 qu'on pourrait trouver encore aujourd'hui dans le commerce. Vous avez été 2 personnes à me donner des liens d'une marque, c'est Bose Beckert. Avec une numérotation et tout ça, j'ai regardé, mais c'est vrai que j'ai pas encore commandé ni rien du tout, donc je peux pas trop vous en parler pour le moment. Donc je suis encore sur les Schmetz qui fonctionnent bien, honnêtement j'en suis assez satisfaite. Je testerai quand même les Bose Beckert parce qu'elles sont plus ressemblantes aux aiguilles visiblement qui étaient faites en 1880 que celles qui sont produites aujourd'hui par Bourrin ou par Schmetz. Après, c'est à voir, je testerai, je ferai le comparatif et je vous en reparlerai peut-être un peu plus tard. Ensuite, en commentaire privé, j'ai reçu une demande. Alors, comme quoi, ce que je faisais, c'était sapin. C'était sympa. Et quand est-ce que je commencerai des pièces du vestiaire homme? Alors moi j'ai appris le vestiaire femme avec la couture floue, donc je ne connais principalement que du vestiaire femme. Donc pour le moment le vestiaire homme n'est pas vraiment quelque chose que j'appréhende réellement. Cependant j'ai quelques idées de tenues masculines à porter. Comment vous expliquer ça? C'est-à-dire que j'ai des tenues, j'ai des idées de tenues qui à la base proviennent du vestiaire masculin que je voudrais adapter au vestiaire féminin, mais je dois encore faire quelques recherches, je dois encore faire quelques petites choses, mais j'ai déjà un patron, notamment un patron d'une chemise de style Régence à faire. Donc pareil, si vous voulez la voir, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là ou à activer la petite cloche pour pouvoir ne pas la rater. Comme ça vous pourrez voir ce que ça donne et puis voir la tenue au fur et à mesure des vidéos se compléter. J'ai aussi eu une question qui me demandait comment je faisais pour savoir la date précise de mes machines. Alors pour les singères c'est assez facile puisqu'il existe un registre qu'ils ont tenu depuis la première machine à coudre qu'ils ont sorti jusqu'à aujourd'hui en fait. Même les modèles qui sont sortis aujourd'hui sont toujours référencés chez eux. Et pour cela je vais sur le site de Lismax. Donc tout est répertorié, c'est une véritable mine d'informations impressionnante sur presque l'ensemble de toutes les marques de machines. Même les très anciennes comme les Wilcox Gibbs, comme les Clemens Müller, comme les Rea, comme les Urtu, comme toutes. Et donc c'était assez facile pour les singères. Cependant pour la Clemens Müller, donc celle de 1880, il n'y a pas de registre. Je n'ai réussi qu'à trouver un registre de sortie, c'est-à-dire que j'ai en fonction d'une date, d'un échantillon de dates, le nombre de machines qui ont été fabriquées. Mais je n'ai pas réellement la date comme on peut avoir avec les singères, avec l'année, le mois, la localisation de la fabrication. Ça je n'ai pas. Ça je n'ai pas du tout. Donc elle est estimée à 1880.
par le vendeur en fait. Par le vendeur, elle a été estimée à 1880. Est-ce qu'elle est réellement de 1880? On ne peut pas trop savoir. J'ai réussi à trouver des similaires qui étaient elles aussi estimées à 1880. Donc, par conséquent, je me dis qu'elle doit être de 1880, mais elle pourrait très bien être de 1890. Donc pour le moment, moi, ce qu'on m'a dit de ce que le vendeur avait dit et disait, c'est qu'elle est de 1880. Voilà, jusqu'à preuve de contraire, je l'estime à 1880. Voilà. Après, tout dépend là aussi de la marque que vous avez. Je ne suis pas sûre pour toutes les marques aussi qu'elles aient été référencées. Donc c'est à voir en fonction de la marque que vous avez. Je sais que les Frister & Rossmann sont référencés là aussi. Donc si vous avez une Frister & Rossmann, vous pouvez aller chercher la date de fabrication, il n'y a pas de problème. Les Wilcox aussi. Mais après pour le reste, je sais pas. J'ai aussi eu des questions au niveau des pièces détachées, comme par exemple le caoutchouc du dévidoir, donc de la roue du dévidoir qui permet d'enrouler la bobine pour la navette. Où trouver ces pièces détachées, où est-ce que j'avais acheté moi par exemple cette petite pièce de caoutchouc qui est indispensable pour pouvoir faire la canette. Alors moi j'ai eu la chance sur les deux singères, c'est qu'elles y étaient déjà en fait et en très bon état, je n'ai pas eu besoin d'en racheter ou d'en chercher, mais vous pouvez trouver ces pièces détachées sur eBay, donc bien évidemment il faut savoir le nom de la pièce et il faut savoir aussi le fabricant. À savoir, fait important à savoir d'ailleurs, c'est que l'ensemble des pièces composant les singères, parce que je vais parler des singères puisque c'est deux singères que j'ai, ont été fabriqués par la marque Simenco. La marque Simenco qui est toujours en activité aujourd'hui. Donc vous pouvez toujours en trouver sur eBay, peut-être sur le bon coin ou sur d'autres machines qui malheureusement ne fonctionnent plus du tout parce qu'elles ont été laissées à l'abandon dans un poulailler ou je ne sais quoi, comme j'ai pu déjà le voir sur des vidéos de restauration. Donc vous pouvez en récupérer sur de vieilles machines cassées ou alors vous pouvez tout simplement en racheter des neufs directement sur eBay. Et c'est pareil pour les bobines, c'est pareil pour les canettes, qu'elles soient volantes ou qu'elles soient à bateau. Vous pouvez les racheter directement sur eBay. Il y a énormément de fabricants, souvent en Chine, mais elles sont fabriquées encore avec les dimensions des anciennes, donc celles d'origine. Vous pouvez y aller, il suffit juste de regarder à savoir ce que vous voulez, parce que en fonction de du lot et tout ça, il y a des prix qui varient bien évidemment, mais aussi en fonction du vendeur. Vous pouvez très bien avoir un lot de 5 bobines pour 15 € et chez un autre vendeur avoir un lot de 5 bobines à 25 €. C'est aussi à voir en fonction de ce que vous préférez d'un point de vue budget. Je pense que tout le monde préférera celle à 15 €, mais après c'est à voir avec la qualité aussi, c'est peut-être pas la même. Il faut vraiment bien lire les avis de chaque vendeur et être sûr avant de commander. J'ai aussi eu un commentaire me demandant si ma machine à plateau, donc ma machine de 1910, je l'avais eu en braderie. Alors non, aucune de mes machines n'a été achetée en braderie et en fait moi j'en ai acheté que 2 d'ailleurs sur les 3. Ma machine à plateau de 1910 a été achetée sur le site Celency, donc c'est un site de brocante pour particuliers et pour professionnels. Moi je l'ai acheté à un particulier directement sur le site, donc honnêtement Celency vous pouvez y aller. J'ai passé deux commandes d'antiquité, donc mon mannequin et ma machine, et à chaque fois je n'ai eu aucun problème, si ce n'est les livraisons assez longues, il n'y a aucun souci. Ensuite, pour ma machine à manivelle donc de 1908, je l'ai acheté sur eBay directement en Angleterre. Donc elle est importée d'Angleterre et j'en voulais une à manivelle en fait. Salut! Et il n'y en avait pas sur Celency. À la base je voulais l'acheter directement sur le site comme j'avais fait pour ma machine à plateau. Mais vu qu'il n'y en avait pas, j'ai regardé sur le Bon Coin et celle qu'il y avait sur le Bon Coin ne correspondait pas à celle que je voulais. C'était pas quelque chose. Il n'y avait pas d'accroche. Donc je suis allée sur eBay et j'ai trouvé celle-ci sur eBay et ça a été tout de suite l'accroche. C'est exactement le même modèle que... enfin non, c'est pas exactement le même modèle puisque c'est une 66
24K que j'ai à plateau et c'est une 27K que j'ai à manivelle. Mais c'est exactement les mêmes dessins, donc c'était pas fait exprès. À la base je voulais un motif fleuri pour ma machine à manivelle, mais il n'y en avait aucun qui... Il n'y avait pas d'accroche et celle-ci, dès que je l'ai vue, ça a été celle-là en fait. Et donc je l'ai achetée. Et pour ma machine de 1880, donc derrière la Clemens Müller, elle m'a été offerte à Noël. Bon, tout le monde savait que je voulais une machine avec une basse piano, donc c'était facile. À la base, je voulais, si je me l'étais acheté, une machine Freestyle & Rossmann en basse piano, mais je crois qu'il n'y en avait pas en vente à ce moment-là, donc ça a été une Clemens Müller. J'en suis extrêmement satisfaite, elle est vraiment... C'est une véritable merveille, donc aucun regret. Mais si j'ai l'occasion de trouver une Freestyle & Rossmann, je pense que je me laisserai tenter. Ah et oui, du coup, elle a été achetée sur Le Bon Coin. Donc CLNC, eBay, Le Bon Coin, c'est je pense les 3 sites pour trouver des vieilles machines à coudre quasi indispensables. Et ensuite, connaissez-vous une partie de leur histoire? Alors oui, pour ma machine à plateau de 1910, je connais son histoire. Elle appartenait à la grand-tante de ma vendeuse qui l'avait gardée durant une 50aine d'années. D'ailleurs, elle était persuadée que la machine datait de 1950, mais non, en fait, avec l'ISMAC, j'ai vu qu'elle était de 1910. Et je dois dire que j'étais assez rassurée puisque je ne cherchais pas à avoir une machine de 1950. Pour moi, il était évident que mes machines anciennes, ne dépasseraient pas 1912. Je ne voulais pas qu'elles dépassent 1912. Et c'est pour moi une date assez importante dans l'histoire que 1912 et donc du coup je ne voulais pas qu'elle les dépasse en fait. Donc j'étais contente de voir qu'elle était de 1910. Et juste avant, elle appartenait à une jeune femme anglaise qui lui a fait traverser gentiment la Manche pour l'amener en Bretagne. Donc elle est venue sans doute cette femme vivre en Bretagne et donc voilà. Dessus, alors ça c'est quelque part c'est un petit peu de l'invention entre guillemets, c'est plutôt de l'extrapolation puisque en fait on peut savoir pour quel pays la machine elle a été construite. Sur le haut du bras de la machine, on peut trouver fabrication anglaise ou fabrication française. Fabrication anglaise, ça veut dire que la machine a été fabriquée en Angleterre, mais qu'elle est destinée à être vendue dans un autre pays, donc la France ou un autre pays. Et fabrication française, ça voulait dire que la machine, elle avait été construite dans l'usine de Normandie, Saint-Ger. Or là, rien n'est marqué, c'est donc une fabrication anglaise pour le territoire anglais. Donc c'est comme ça qu'on peut savoir si elle a traversé la Manche ou pas. Surtout qu'elle a été fabriquée en Angleterre puisqu'elle a été fabriquée en Écosse. Au Royaume-Uni. Ensuite, pour ma machine à manivelle, c'est une machine qui était destinée à rester en Angleterre mais que moi j'ai fait importer en France. Et concernant son histoire, je n'ai pas énormément d'informations puisque c'était un revendeur qui avait... vidé un grenier, alors peut-être que c'était quelqu'un qui s'en était débarrassé ou je ne sais pas en fait. Il savait pas tellement, lui il l'a récupéré et il savait qu'elle avait passé près de 30 ans dans un grenier. Donc c'est vraiment impressionnant de voir qu'elle est restée en parfait état, que le seul problème que j'ai eu avec c'est une vis rouillée au niveau de la plaque à aiguille et que c'était tout, puisqu'elle est restée 30 ans dans un grenier, qu'elle n'a pas pourri, qu'elle n'a pas moisi, qu'elle ne s'est pas détériorée. Donc c'est vraiment une belle histoire que cette machine qui a tenu le coup pendant 30 ans dans un grenier. Et concernant la Clemens Müller, tout ce que je sais c'est qu'elle faisait partie d'une collection, voilà, elle faisait partie c'était une pièce de collection à la base qui était revendue suite à un décès. Ah et c'est une capture que j'ai pas pris mais qu'on me demande souvent en fait, c'est est-ce que mes machines sont à pédale.
Alors j'ai une machine à pédales, puisque je vous l'ai déjà dit, si vous me suivez, vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Et du coup j'en ai deux à manivelle. Donc c'est une couture totalement différente que l'une que de l'autre, puisque l'une se travaillant au pied, on a les deux mains libres pour pouvoir maintenir la couture. Tandis que sur les machines à manivelle, eh bien, on n'a qu'une seule main pour coudre et l'autre qui tourne la manivelle. C'est les particularités entre les deux. Donc voilà, je voulais répondre à cette question puisque j'ai énormément de questions. Est-ce qu'elle est à plateau? Est-ce qu'elle est à plateau sur ma machine Singer de 1908 à manivelle? Donc non, il n'y a pas de plateau sur celle-ci. Cependant, il existe des machines qui font à la fois machine à plateau et à manivelle. D'ailleurs, je suis assez curieuse d'en croiser une un jour. Et je ne sais pas si jamais j'ai l'occasion de pouvoir en acheter une, si j'arriverai à passer à côté d'une telle machine. À voir, mais il faudrait la place, il faudrait tout ça et pour le moment c'est pas tellement le cas, donc je pense que ça serait facile si j'en rencontrais une demain, mais si j'en rencontrais une par exemple dans quelques mois ou quelques années et que j'ai la place, ce serait un peu compliqué de résister à une telle machine qui fait les deux en même temps. Enfin voilà. J'ai aussi eu une question à propos des patrons de couture, donc je vais vous en parler rapidement ici, mais c'est pas vraiment le corps de la vidéo, qui me demandait si je pouvais faire des recommandations liées aux patrons pour des patrons débutants. Alors à savoir que moi je n'ai pas commencé du tout par des patrons débutants. Ma première tentative, ça a quand même été la robe Magnolia de Direndo, qui a été une grosse catastrophe, 3 fois d'affilée. Et puis ensuite j'ai fait la formation, donc je n'ai pas réellement de patron débutant, même si je voulais en donner, pour le moment j'en ai pas tellement, puisque je ne fais carrément pas attention au niveau en fait, je veux dire à la robe que j'ai faite, l'ensemble des patrons de la robe pour ma robe de fin d'année, donc pour les Vlogmas. Je n'ai carrément pas regardé si c'était des patrons pour débutants, intermédiaires, confirmés ou dieu de la couture, ou voilà. Je suis vraiment allée à ce qui me plaisait, et puis si j'avais quelques petits problèmes avec de compréhension de patron, j'allais chercher sur internet et je me suis débrouillée comme ça. Donc je suis passée de ma formation à des patrons en français, à coudre toute seule avec des patrons en anglais, et sans faire attention du tout au niveau recommandé de couture pour le patron. Donc je ne suis pas vraiment apte à dire ça. Cependant je ferai quand même quelques recherches pour vous parler de quelques patrons qui pourraient convenir aux débutants. Si jamais vous voulez une vidéo, dites-le moi vous aussi dans les commentaires, comme ça je prévoirai ça dans le planning. Voilà. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai répondu aux questions, à peu près toutes les questions en fait qui m'étaient posées, ou du moins celles qui revenaient, parce que certaines questions reviennent régulièrement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris plein de nouvelles choses. J'ai essayé de ne pas faire un doublon de la vidéo que j'avais fait qui faisait état de mon expérience sur 6 mois de couture avec des machines à coudre anciennes, que vous pouvez aller voir là aussi dans la playlist des vidéos spéciales pour les machines à coudre anciennes. Donc j'espère que cette vidéo n'était pas trop redondante pour ceux qui avaient vu cette vidéo là. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai, et qui sait, peut-être que je referai une autre vidéo comme celle-ci un peu plus tard avec de nouvelles questions. En attendant, je vous invite à liker, commenter et partager cette vidéo, vous abonner à ma chaîne, aller voir l'ensemble de tous mes réseaux sociaux dans la barre de description. D'ailleurs, j'en ai rajouté un récemment, il s'agit de Patreon, donc si vous voulez venir me soutenir également sur Patreon, libre à vous de venir. Je propose pas mal de petites contributions qui sont quand même intéressantes si jamais vous voulez en apprendre un peu plus sur la couture avec des machines à coudre anciennes. Et moi, en attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires.